Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. L'ancien ministre tunisien des Finances, Eliès Fakhfakh, a été nommé lundi soir Premier ministre. Il a un mois pour former un nouveau gouvernement. Dernière tentative avant une dissolution du Parlement. Au sommaire toujours, l'augmentation inquiétante des coupures d'Internet en Afrique, une pratique devenue courante dans de nombreux pays, surtout en période électorale. Les zones construites aux abords de l'aéroport d'Abidjan, prochainement rasées sur place, la colère des 7000 habitants du quartier d'Adjoufou. En Tunisie, Eliès Fakhfakh, ancien ministre des Finances de 2012 à 2014, a été désigné par le président de la République, Kais Saied, pour former le futur gouvernement. Il succède à Habib Djemli, qui n'a pas obtenu la confiance du Parlement. Et en cas d'échec du nouveau Premier ministre, le dernier scénario envisagé est la dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple. Philomène Tine. Eliès Fakhfakh nommé Premier ministre. Le chef de l'État tunisien, Kais Saied, a de nouveau désigné un chef de gouvernement. Celui-ci devra dans un mois former un gouvernement et recevoir l'aval du Parlement en récoltant au moins 109 des 217 voix. Son gouvernement sera approuvé par la majorité du Parlement parce qu'il y en a beaucoup dans le Parlement qui se sont élus par le reste des votants. Il y en a beaucoup qui craignent de perdre leur siège. Et en l'occurrence, ils veulent plutôt ne pas aller à une nouvelle échéance électorale. Si jamais il n'y aura pas un vote de confiance pour ce gouvernement, c'est que la Tunisie va exactement, malheureusement, rentrer dans une crise politique. Une crise politique semble s'installer en Tunisie. Le pays se retrouve sans gouvernement 3 mois après les législatives. Le gouvernement composé de personnalités indépendantes émanant de l'ex-premier ministre Habib Djemli, désigné le 15 novembre 2019, a été rejeté par le Parlement. Il y a de fortes chances qu'il passe, mais pour travailler, il se peut qu'il y ait une obstruction du Parlement par la suite, puisque ce gouvernement ne représente pas vraiment la majorité parlementaire qui est très émiettée du fait du mode de scrutin. Donc ce gouvernement aura de gros problèmes pour faire passer les projets de loi nécessaires aux réformes qu'il compte entreprendre. Le Parlement tunisien est issu des législatives du 6 octobre 2019. Composé d'une multitude de partis antagonistes, il pourrait être dissous mi-mars en cas de refus des partis concernés d'approuver le nouveau gouvernement. Ainsi, la Tunisie pourrait connaître de nouvelles législatives. En Centrafrique, depuis son retour d'exil à la mi-décembre 2019, François Bozizé demande à s'entretenir avec le chef de l'État Faustin Archange Touadéra. Eh bien, les deux hommes se sont finalement rencontrés ce mardi dans la capitale Bangui. Alors, rien n'a filtré sur les détails de cet entretien. François Bozizé, l'ancien président renversé en 2013, est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes contre l'humanité et incitation au génocide. Cette rencontre intervient à quelques mois de l'élection présidentielle en Centrafrique, pays toujours en grande instabilité, avec un accord de paix quasiment au point mort, près d'un an après sa signature. Et pour en parler, notre invité ce soir, Monsieur Désiré Kolingba, bonsoir. 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 Vous êtes président du Rassemblement démocratique centrafricain. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, les élections, à savoir l'élection présidentielle et les élections législatives, doivent donc se tenir le 27 décembre 2020 au regard de la situation marquée par cette instabilité désormais chronique. La tenue de ces élections n'est-elle pas quelque peu compromise? Il est vrai qu'il y a eu une recrudescence donc, des exactions dans le pays, une recrudescence donc, des combats qui tendent donc à penser que la situation est si grave que les élections ne peuvent pas se tenir. Il n'en demeure pas moins que je pense qu'à un moment donné, il faudra revisiter cet accord, rappeler toutes les parties prenantes autour de la table pour pouvoir discuter de cette question-là. Vous savez qu'en 2015, il y avait une
pratiquement une situation similaire. Mais il y a eu une trêve qui a été donc décidée et les élections se sont tenues. Il se peut que cette fois-ci cela se tienne, mais il ne demande pas moins qu'aujourd'hui, la forme des combats a changé. Ce sont plutôt les bandes armées entre elles qui sont en train de combattre. Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas véritablement dans l'accord de paix? Qu'est-ce qui bloque le processus? Bon, je pense que dans tout accord de paix, il faut d'abord de la bonne foi de la part des parties prenantes. Il y a une crise sérieuse de confiance entre les parties prenantes. Et tant que les parties prenantes ne se retrouvent pas pour exorciser les contradictions ou bien la méfiance entre les parties prenantes, je pense qu'il y aura toujours des violations de cet accord de paix. Et finalement, cet accord de paix sera juste bon à jeter à la poubelle. Alors, Monsieur Désiré Kolingba, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le président du Rassemblement démocratique centrafricain. Vous avez très récemment quitté la majorité présidentielle. Comment maintenant vous vous situez sur l'échiquier politique, surtout à quelques mois de l'élection présidentielle? À ce stade-ci, nous n'avons que les yeux pour les élections. Les alliances pourront se nouer lorsque le congrès du parti se tiendra et décidera des alliances. Mais pour l'instant, nous sommes à la préparation des élections. Alors, la préparation des élections, vous avez des ambitions présidentielles pour l'échéance du 27 Personnellement, décembre? j'ai des ambitions à brider donc à la candidature de la présidence. Il n'en demeure pas moins que le congrès, qui est l'organe suprême donc, du Rassemblement démocratique centrafricain, décidera de la personne qui ira à ces élections. Est-ce que vous avez une date concernant l'ouverture de ce congrès? Dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines. Alors, on a évoqué tout à l'heure la question sécuritaire en Centrafrique, une question qui intéresse beaucoup les Centrafricains, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous proposez justement sur cette thématique? Bon, il faut se rappeler que cette crise était une crise structurelle. Elle est toujours une crise structurelle. Le vivre ensemble et la cohésion pacifique étaient mises à mal par donc, une accumulation de crises auparavant, une accumulation de frustration, une accumulation de haine. Et face à cela, on aurait pensé qu'il fallait, dans un premier temps, une attitude volontariste de tout un chacun pour abandonner cette attitude d'ostracisme qui est rampant en République centrafricaine. La deuxième chose, c'était donc une dynamique politique qui crée les conditions inclusives pour que nous puissions décider de la situation sociétale dans notre pays. Nous avons eu Khartoum. Malheureusement, malgré toutes les conciliations, nous sommes toujours dans l'œil du cyclone. Ce mardi 21 janvier, l'ancien président François Bozizé et l'actuel président Faustin Archange Touadéra se sont rencontrés. Quelle portée vous donnez à cette rencontre? Écoutez, le président Bozizé est un Centrafricain qui a voulu rentrer chez lui. Et je pense que la Constitution consacre la liberté d'aller et venir à tout Centrafricain. Et il y a la présomption d'innocence. Donc, tant qu'il n'est pas condamné, M. Bozizé, le président Bozizé, peut vaquer à ses occupations. Il a rencontré le président de la République. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, rien n'a fuité de cette rencontre. Mais nous pensons que peut-être cette rencontre devrait aboutir à une retenue entre les deux hommes, de sorte que la paix soit le seul objet de l'accord entre ces deux hommes. Monsieur Désiré Kolingba, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes le président du Rassemblement démocratique centrafricain. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. La coupure d'Internet et des réseaux sociaux, une réalité sur le continent, surtout en période électorale ou bien de grogne sociale. Aujourd'hui, on assiste à une augmentation plutôt inquiétante de ces coupures, une pratique perçue par beaucoup comme une volonté de mettre un terme à toute voix dissidente, des interruptions qui entraînent aussi par ailleurs de nombreuses pertes financières. Philomène Sine.
Deuxième région au monde la plus touchée par les coupures volontaires d'Internet, le continent africain a enregistré le quart des pertes financières mondiales occasionnées par ces restrictions d'Internet en 2019, au moment où ce phénomène a causé 8 milliards de dollars de pertes au monde selon la plateforme Digital Business Africa. Quant à l'Afrique subsaharienne, elle a connu un manque à gagner de 2,16 milliards de dollars pour cette période. Lorsqu'un gouvernement prend la décision de supprimer Internet, il y a donc en général une menace. Mais l'impact de ces décisions qui sont orientées par des choix politiques est très important sur le plan économique. Parce que Internet est aujourd'hui devenu l'instrument sans lequel on ne peut plus créer de la valeur. Vous avez également tous les avantages de ce qu'apporte aujourd'hui l'économie numérique et même au niveau du fonctionnement des administrations publiques. Les coupures d'Internet interviennent la plupart du temps dans des contextes électoraux ou de protestations sociales. À noter que le Tchad et le Soudan ont connu respectivement 4728 heures de blocage pour des pertes évaluées à 125,9 millions de dollars et 1560 heures de coupure avec 1,8 milliard de dollars de pertes en 2019. Prendre la décision de supprimer Internet, c'est effectivement créer une disruption importante dans la capacité d'une économie à construire sa croissance. Il faut absolument trouver des moyens de maintenir l'ordre public, d'assurer la stabilité politique sans avoir à recourir à la suppression d'un facteur de production qui est aujourd'hui très important. Au cours des 4 dernières années, pas moins de 22 gouvernements africains ont ordonné des coupures du réseau Internet. 6 pays africains, dont l'Algérie, la République démocratique du Congo, le Tchad, le Gabon, le Soudan et le Zimbabwe, ont connu des coupures d'Internet en 2019. En République démocratique du Congo, les réserves de change ont atteint plus d'1 milliard de dollars au terme de l'année 2019, soit une augmentation de 368 millions de dollars grâce au soutien du Fonds monétaire international dans le cadre du programme de facilité de crédit. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La République démocratique du Congo a enregistré une augmentation des réserves en devises de 368 millions de dollars en décembre 2019. Octroyés par le Fonds monétaire international, ces fonds portent les réserves en devises du pays à 1,3 milliard de dollars qui correspondent à un mois d'importation des biens et services sur ressources propres. Les réserves de change qui avaient baissé à 870 millions ont été remontées à 1,30 milliard millions de dollars grâce à l'encaissement de la facilité de crédit rapide qui a été déboursée par le FMI dans le cadre du programme de référence que nous sommes en train de mener. En ce qui concerne les soldes bruts d'opinion favorable des chefs d'entreprise, il est resté positif pendant les 11 premiers mois, mais s'est fléchi au dernier mois de l'année 2019. Malgré les nombreux défis que les pays peinent à relever, la République démocratique du Congo a tout de même réalisé un bon résultat de croissance économique au cours de l'année 2019. Et dans ce contexte émaillé d'incertitudes sur le plan international, la RDC a tout de même réalisé un taux de croissance de 4,6%, un recul de 1,2 points de pourcentage par rapport à 2018 où nous avons fait 5,8%. Quant aux finances publiques, un déficit de 510 milliards de francs congolais a été enregistré, ce qui, pour la Banque centrale du Congo, appelle à plus d'efforts en vue de mobilisation de recettes publiques en 2020. Cependant, toutes les analystes sont unanimes sur la nécessité pour la RDC de diversifier son économie. Basée sur les matières extractives, cette économie, malgré tous ses potentiels, peine cependant à se diversifier. À Djoufou, un quartier d'Abidjan est sur le point d'être rasé sur décision du gouvernement après la découverte le 8 janvier du corps d'un enfant sur le terrain d'atterrissage à Roissy en France. Avec cette décision, eh bien, les autorités ivoiriennes souhaitent désormais instaurer un périmètre de sécurité autour de l'aéroport d'Abidjan. Corinne Comdem. Des milliers d'habitants du quartier populaire d'Adjoufou à Abidjan vidaient lundi 20 janvier leur maison avant qu'elle ne soit rasée par le gouvernement. Les autorités ivoiriennes ont décidé d'instaurer un périmètre de sécurité autour de l'aéroport d'Abidjan, conséquence de la découverte le 8 janvier du corps de Laurent Barthélémy Ani Guibaï, 14 ans,
dans le train d'atterrissage d'un avion Air France à Paris. Je n'ai jamais souhaité que mon enfant tente une telle aventure. Je les ai éduqués selon mes moyens, selon le peu que je gagne. Et il est le tout dernier, les plus âgés. Je les ai élevés avec mes moyens, comme je le disais, et ils ont réussi dans la vie. Voilà. Donc, je lui donnais ce que je pouvais et que ce que je pensais être nécessaire pour lui, pour assurer le quotidien. Le gouvernement veut créer une zone tampon de 200 mètres autour de l'aéroport pour éviter que cette tragédie qui a ému tout le pays se répète. Le quartier d'Adjoufou, qui compte environ 25 000 habitants, sera donc partiellement détruit. Les travaux de démolition ont débuté ce lundi. Aujourd'hui, pour aller louer une maison, on te paye de caution de 10 mois, 12 mois. Et puis, rentrer coucher maintenant, c'est à payer de 40 000. Si tu as trouvé trop moins cher, c'est 20 000, 25 000, 30 000. C'est pas facile. Aujourd'hui, la vie est dure. Et il y a les enfants qui s'en vont à l'école. Aujourd'hui, ils ont cassé la maison. Comment les gens ont départagé? Comment tu peux aller rester à Gonzague? Un enfant de 10 ans ou bien 5 ans va marcher de là-bas pour venir à l'école ici. C'est vraiment c'est difficile. Pour certains habitants, créer une zone tampon autour de l'aéroport ne résoudra pas forcément le problème de l'immigration clandestine, problème surtout causé par la pauvreté. Ces derniers déjà démunis affirment par ailleurs que le gouvernement ne les indemnisera pas pour ce déménagement. Regardez, nous avons montré les dégâts. Où allons-nous aller? Il n'y a pas d'endroit. Moi particulièrement, actuellement, mes amis sont classés de faire leur cours. J'ai dû disperser mes affaires chez certaines familles. Je ne sais pas comment faire même pour les récupérer pour pouvoir aller à l'école. Franchement, il faudrait que le gouvernement ait pitié de nous. Qu'il nous laisse au moins un délai pour que nous puissions terminer les études avant qu'ils puissent venir nous faire des dégâts. Les autorités ont déclaré qu'elles retarderaient le ratissage de la zone et des sites pour reloger les expulsés sont à l'étude, a assuré Ahmed Diomandé, directeur de cabinet du ministre des Transports. Mais rien de concret à cet effet n'a encore été confirmé par les autorités. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.